bonjour à tous, mesdames et messieurs déjà. Et avant de commencer, je voudrais prendre le temps quand même de remercier l'association agroécologique de Carbois et son président pour l'invitation à échanger avec vous. Si, c'est important, parce que c'est des occasions qui sont uniques. Et puis, est-ce que c'est éventuellement possible, les gens de la technique, de baisser un peu la lumière sur les diapos pour qu'on les voit mieux ? Bon, je vais quand même commencer en attendant. Donc effectivement, moi je vais vous parler micro-organismes du sol avec un focus. Je crois que ouais, il ne sera pas très puissant. Avec un focus sur tout ce qui est mycorhize précisément. Mais avant de commencer, comme Marie-Pierre nous l'a déjà dit, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec des copains. Ils sont nombreux, mais c'est aussi 2-3 faits que je voudrais rappeler au début pour remettre les choses en place. Donc on a déjà eu quelques éléments. Marie-Pierre nous a déjà dit, oui, là, il y a effectivement des milliards de bactéries dans ce pot, sans compter les 38 000 milliards que je porte sur moi. Donc on est très nombreux sur scène, on est beaucoup plus nombreux que vous. Et à côté de ça, elle nous a parlé des spores. Mais moi, à côté des spores, j'aurais parlé d'autres choses au niveau champignons là-dedans. Ce sont justement les filaments de mycélium que je ne vois pas quand je secoue mon pot, mais qui sont présents, tellement fins. Et finalement, dans ce pot, petit pot là, j'ai 100 km de fil de champignons. Et ça, on verra à la fin de l'exposé, c'est quelque chose qui a énormément d'importance pour la résilience d'un sol et pour l'effet qu'on va avoir, et donc effectivement pour les traitements qu'on applique. Et enfin, évidemment, aucun animal n'a été tué pour être mis dans ce pot, donc il n'aurait pas de macrofaune dans le pot. Mais évidemment, on n'oubliera pas que dans le sol, on a encore toute cette macrofaune qu'on n'abordera pas trop aujourd'hui. Alors, quelques faits. Moi, je suis toujours très énervé quand je regarde les documentaires à la télé, parce que le nombre de fois où j'ai entendu le plus grand être vivant sur Terre, la baleine bleue. Ouais, la baleine bleue, c'est bien. La baleine bleue, elle mesure 30 mètres et elle pèse 170 tonnes. Je reconnais, c'est grand. Mais si on regarde du côté des autres règnes vivants, déjà parlons d'un arbre, parce que oui, sur cette photo, ce n'est pas une forêt, c'est un arbre. Ce ne sont que les rejets de la même racine. Et cet arbre-là vit aux États-Unis, il s'appelle Pando. Et en fait, il est composé de 47 000 rejets, mais c'est un seul individu. Et cet individu pèse à peu près 6 000 tonnes. Vous voyez que la baleine bleue, déjà, on n'en parle même plus. Et alors, en plus, il est âgé de 80 000 ans. Donc, on voit aussi que la nature, en termes de résilience, de robustesse, pour rebondir sur ce qui a été dit avant, on a des exemples. Il faut aussi qu'on regarde comment tout ça se passe. Et évidemment, moi, je ne peux pas m'empêcher de parler champignons non plus. C'est vraiment, on est déformé ou on ne l'est pas. Et effectivement, on a trouvé de très grands champignons. Très récemment, c'est pas vieux. C'est aux États-Unis qu'on a trouvé ces champignons. Vous voyez ici Armillaria gallica, qui a longtemps été considéré comme le plus grand champignon. On l'estimait avoir 1500 ans et 100 tonnes, donc un peu moins que la baleine. Finalement, on a refait des analyses, on a remesuré son périmètre et on s'est rendu compte qu'en fait, vu les 37 hectares qu'il couvre, il aurait plutôt 400 tonnes de poids et qu'il aurait un âge estimé à 2500 ans. Et encore plus récemment, vous voyez, fin du siècle précédent, on s'est rendu compte qu'en fait, il était ridicule ce champignon, puisqu'on en a trouvé un qui est de l'espèce Armillaria ostea. Apparemment, c'est souvent les armillaires qui sont des grands champignons. Et lui, il couvre à peu près 890 hectares. Pour vous donner une idée, prenez une carte de France, regardez le bois de Boulogne, c'est à peu près sa superficie. C'est un seul individu qui est dans le sol. Donc quand on parlait de connexion, de réseau, de choses comme ça, vous voyez qu'avec des surfaces comme ça, on peut avoir des échanges très intéressants. On y reviendra tout à l'heure. On a déjà dit aussi, cycle du carbone, cycle de l'azote, etc. Les plantes envoient une partie du carbone produit par photosynthèse sous forme d'exudats racinaires, des acides aminés, des sucres, etc. Et ça, les plantes, elles le font depuis 450 millions d'années. Et on a pu quantifier qu'on va jusqu'à 20% de ce qui est produit par photosynthèse qui est exporté dans le sol. Donc si je vous dis que pendant 450 millions d'années, vous allez poser 20% de votre salaire sur une fenêtre au cas où il se passe quelque chose, vous allez me dire c'est que j'ai un retour. Et effectivement, c'est ce retour. Par contre, effectivement, vous pouvez essayer, je ne vous le conseille pas, poser de l'argent sur votre fenêtre. Vous pouvez attirer des gens qui vous veulent du bien, mais vous pouvez aussi attirer des gens qui vous veulent du mal. Et c'est tout ça qui est complexe dans les interactions entre la plante et ses micro-organismes. C'est que, et je le dis souvent aux industriels, ce sur quoi on travaille, la mycorhize, les interactions bactéries-champignons, bactéries-champignons-plantes, c'est 450 millions d'années de recherche et développement. Donc ça veut dire 450 millions d'années de coévolution.
À un moment, le gentil est rentré, et puis le tricheur ou le méchant ont trouvé la porte du gentil. La plante et le gentil ont fait une deuxième porte, qui a fini par être trouvée. Et donc, on sait maintenant qu'il y a énormément d'échanges avant même le contact. Si vous prenez une plante et que vous placez un champignon à côté, quand ils sont à 1 centimètre l'un de l'autre, on a déjà démembré plus de 1000 signaux émis dans le sol avant qu'ils se touchent. Donc c'est ça aussi qui est compliqué au niveau recherche à décrypter. Il y a un énorme langage, on est très très loin et très très loin d'avoir les clés. Donc il faut plutôt qu'on cherche à comprendre comment ça fonctionne et pas comment ça se reconnaît et comment est-ce que je peux le respecter et le valoriser. Ce qu'on sait déjà, c'est que la plante, elle va choisir ses partenaires. Et sur cette courbe-là, si vous prenez la courbe supérieure, c'est la diversité dans un sol, en micro-organismes. Et vous voyez qu'elle augmente. Et au fur et à mesure qu'elle augmente, on regarde ce que la plante recrute. C'est la courbe plus pâle. Et finalement, on voit qu'elles suivent à peu près le même profil. Plus la plante a de choix, plus elle va attirer de partenaires. Mais on n'arrivera jamais à ce que tout le monde interagisse avec la plante. C'est là qu'on parlera peut-être d'importance de biodiversité, mais on y reviendra, pour que la plante puisse trouver les partenaires les plus adaptés aux fonctions dont elle a besoin, là où elle se trouve dans son environnement. Et comment les plantes font ça? Ben, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Je ne peux pas vous le montrer, je suis désolé, mais vous voyez les sols, les couleurs, ces 3 plantes différentes, le lin en rouge, un sol nu, en jaune, la tomate. Et ce sont différents groupes taxonomiques d'organismes qu'on a retrouvés dans les racines. Et vous voyez que ce ne sont pas les mêmes groupes qu'on va retrouver dans les plantes bleues, dans les plantes jaunes ou dans le sol rouge. Et si vous regardez à droite, les composés excrétés par ces plantes, au niveau de ces fameux exudats racinaires, ils sont différents. Parce que il y a des signatures. J'envoie des messages et en fonction de ce que j'envoie, j'attire pas les mêmes. C'est exactement comme quand nous on communique, on s'adresse plutôt à certaines personnes que d'autres. Et on a quelques mécanismes qui sont déjà un peu plus connus, parce que ça c'est tout jeune en termes de science. La fixation de l'azote des légumineuses. C'est apparu il y a 65 millions d'années, c'est tout jeune par rapport aux 450 millions d'années, et ça concerne une famille très réduite de plantes, les légumineuses. Donc ça a été beaucoup plus facile à comprendre parce que beaucoup moins d'évolution. On parlera tout à l'heure de la mycorhize, 80% des plantes terrestres et 450 millions d'années d'évolution. Donc beaucoup plus complexe. Donc ces signaux-là d'ailleurs sont une évolution de la mycorhize, on le sait maintenant. La nodulation, c'est la plante qui a utilisé les mêmes gènes pour interagir avec une bactérie qu'avec un champignon. Et là où ça devient compliqué, je viens de vous dire, la plante, elle choisit. Là, j'ai repris les travaux d'un collègue, Christophe Mougel. Christophe, il a travaillé sur la fausse luzerne, Medicago-troncatula. C'est un peu un rat de laboratoire pour les gens qui travaillent sur les interactions plantes-microbes. Et ce que vous voyez en couleur, ce sont différentes variétés génétiques de la même espèce de plante. Et chaque couleur représente un type de micro-organisme différent. Et donc, on a fourni à ces plantes le cocktail de micro-organismes. Et vous voyez que chaque variété est allée sélectionner son cortège de micro-organismes. Chaque variété a ses partenaires privilégiés. Et c'est là une première piste de réflexion. En sélection variétale, pour le moment, on ne tient pas compte du tout du critère réponse aux micro-organismes. Et c'est clairement un critère important. Parce que vous voyez que les mêmes variétés ne vont pas choisir les mêmes micro-organismes et peut-être que certains en choisiront des plus efficaces que d'autres. On va revenir sur ces fonctions. Et ça, c'est un premier message. Alors, on a parlé tout à l'heure de compétition. Mais en fait, les interactions entre deux individus, alors déjà, je voudrais quand même démystifier le rôle de symbiose. Méfiez-vous de quelqu'un qui vous dit on est en parfaite symbiose. Symbiose, ça veut dire vivre ensemble. Ça n'a aucune notion de bénéfice. Le parasitisme est une symbiose. Il n'y a qu'en France qu'on utilise le mot symbiose. Donc méfiez-vous si vous allez à l'étranger. Et originellement, c'est un Français, c'est Debarry qui l'a décrit, qui a dit symbio, vivre avec. Et donc toutes ces formes-là sont des symbioses. Il y en a 6. Il y en a plusieurs. Effectivement, une interaction neutre, une interaction de type parasite et une interaction qui nous intéressera plutôt aujourd'hui, mutualisme, un bénéfice mutuel pour les deux partenaires. Alors, j'ai choisi de faire un focus effectivement mycorhize. Mycorhize, c'est un mot qui vient du grec ancien, mukes le champignon, rhiza la racine, et qui concerne 95% des plantes terrestres. Donc dans la majorité des cas, on ne devrait pas dire les plantes ont des racines, mais on devrait dire les plantes ont des mycorhizes. Elles vont se nourrir par le biais de leurs partenaires. Et c'est un peu ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est de vous présenter ce qu'est la mycorhize, quel rôle elle peut avoir, et je commence tout de suite par faire une autre précision.
Ce n'est pas un miracle, la mycorhize. Vous verrez qu'il y a plein d'avantages. C'est un outil de gestion parmi d'autres pour une exploitation. Donc la mycorhize, je vous l'ai dit, c'est apparu il y a très longtemps, il y a 450 millions d'années. Ce que vous avez en haut, ce sont les spores fossiles qui ont permis cette datation. C'est mon collègue Dirk Redeker qui est dans notre laboratoire aussi qui les a trouvés. Et donc on sait qu'en fait, ça coïncide avec la sortie de l'eau des plantes. Les plantes vivant dans l'eau n'avaient pas de racines, et donc c'est le champignon qui a servi de racine aux premières plantes. Et depuis, cette interaction bénéfique s'est maintenue dans le temps, et elle concerne, comme je vous le disais, 95% des plantes terrestres pour la mycorhize au sens large, et pour celle qui nous intéressera aujourd'hui, 80% des plantes terrestres. Et comme je vous le disais, cette interaction avec les bactéries n'est qu'une évolution, entre guillemets, de la mycorhize qui s'est faite très récemment. Alors le mot mycorhize, c'est ce monsieur-là qui l'a créé, c'est Albert Frank, c'est un botaniste allemand. Et en fait, quand il a observé une forme de mycorhize, ce sont ses dessins originaux. Vous voyez qu'on voit du mycélium qui est tout autour de la racine, ce qu'on appelle le manteau, et on voit des champignons qui rentrent entre les cellules et qui forment ce qu'on appelle le réseau de Hartig. On ne va aller pas dans ce détail-là, mais c'est la première observation. Et la première interprétation, d'ailleurs, a été erronée. Il a vu un champignon dans la racine, la conclusion a été c'est un parasite, c'est quelque chose qui est en train de s'attaquer à ma plante. Et puis ce monsieur, il a fait une expérience. Il s'est dit, je vais quand même essayer de voir ce que je fais. Et je l'apprends toujours parce que finalement, c'est la première expérience sur la mycorhize. Il a pris un sol forestier avec des épicéas qu'il a non stérilisé à droite, le sol tel quel en mettant ses épicéas dedans, et à gauche, les mêmes épicéas semés de la même façon, mais dans un sol stérilisé. Et c'est là qu'il a compris, qu'il a dit, finalement, la vie du sol, non, elle permet à ma plante de mieux pousser. Il y a quelque chose qui aide ma plante. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Et c'est de là que vient cette notion de bénéfice mutuel. Et puis je l'aime bien aussi, j'aime bien la montrer à mes étudiants, parce que c'est aussi le premier qui a montré qu'on pouvait faire des contaminations dans les expériences sur les mycorhizes, puisque dans ces sols stérilisés, il avait parfois, comme on voit là à gauche, des croissances intermédiaires. Et en fait, on le sait maintenant, c'est l'eau d'arrosage qui, en giclant, emmenait des spores fongiques dans les pots voisins. Donc ça vous montre aussi comment il est facile de propager un champignon. Donc les mycorhizes, voilà. Je ne vais pas du tout aller dans le détail technique, mais sachez qu'il existe 7 formes de mycorhizes qui sont plus ou moins spécialisées, qui sont toutes apparues indépendamment. Il n'y a aucun lien évolutif entre toutes les formes de mycorhizes. Retenez qu'il y en a 2 importantes, c'est les 2 qui sont en haut du schéma. L'ectomycorhize, qui va plutôt être la mycorhize des forêts de l'hémisphère nord, et la mycorhize arbuscule, qui, elle, représente 80% des plantes terrestres et qui est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, et donc sur laquelle on va rester. Pourquoi elle s'appelle endomycorhize ? Parce qu'on le voit un peu sur le dessin. Le champignon, il rentre dans la cellule. Endo, ça ne veut pas dire dans la racine. Dans l'ecto aussi, le champignon dans la racine. Mais là, il rentre dans la cellule. Alors que dans l'ectomycorhize, c'était les dessins de Frank. Le champignon reste autour des cellules. Voilà ce qui donne leur nom à ces 2 symbioses. À quoi ça sert ? Effectivement, on a un meilleur accès à l'eau et aux nutriments. Pourquoi ? Si j'ai mes fameux 100 km de filaments là-dedans, imaginez bien comment le volume de ce sol est exploré pour trouver les nutriments ou l'eau. C'est purement une notion d'occupation de l'espace qui fait qu'on a plus de chances de trouver de l'eau ou des nutriments. En plus, ces champignons, pour certains, ont des mécanismes qui permettent de mieux mobiliser, de mieux transporter les éléments minéraux présents dans le sol. On verra aussi tout à l'heure, je vous passerai une petite vidéo à la fin, comment ce réseau, mais on peut déjà l'imaginer, en faisant un maillage aussi réduit, peut stabiliser mon sol aussi. Donc l'importance de ce réseau à ce niveau-là. Et effectivement, on a aussi d'autres aspects qui sont plutôt des aspects de lutte, là, de compétition avec d'éventuels agresseurs de la plante, et donc de protection contre les stress vivants, donc biotiques et abiotiques. À quoi ça ressemble ? Parce que c'est très dur à voir là. Comme je vous l'ai dit, dès que je secoue, ce que vous voyez là, la grande tige sur le côté et à gauche, sont des racines de céleri. Et ça vous donne une idée de la taille. Ce que vous voyez, les petites boules brunes sont des spores de champignons. Elles sont produites les petites boules blanches sont des spores de champignons. Elles sont produites directement dans le sol à partir de ce réseau d'ifs où vous voyez là cette densité d'ifs qu'on ne voit pas normalement à l'œil nu. Vous voyez que le moindre millimètre de sol est exploré. Alors, quels sont les avantages, quels sont les rôles de ces mycorhizes un peu plus avec quelques exemples issus des travaux de l'équipe
qui sont menées en partenariat avec d'autres équipes nationales et internationales et aussi souvent que possible avec des acteurs de terrain. Donc, je vous ai parlé de la stabilisation des sols, j'y reviendrai à la fin. Ce que vous voyez en bas aussi avec le rosier inoculé, non inoculé, vous aurez toujours un M quand le champignon mycorhizien est présent, un NM quand le champignon n'est pas présent. Ben vous voyez qu'on modifie la physiologie de la plante et son développement. L'une est à fleur, l'autre ne l'est pas. C'est la même chose pour nous. On a parlé tout à l'heure en introduction de nos bactéries. Ben notre microbiote agit sur notre santé, sur notre état mental, beaucoup de choses. C'est la même chose, on a une modification. Et vous verrez à la fin qu'on a de plus en plus d'éléments qui montrent d'ailleurs qu'il y a un vrai impact des partenaires du sol sur la qualité du produit final, en termes de composition, d'arôme, etc. Et ce rôle, qui est le rôle quand même le plus important pour la mycorhize, qui est le rôle de fertilisant, de nutrition, on voit le pot qui est le plus avancé, où le poireau est tout seul, il est beaucoup plus petit que dans les 4 autres pots, où vous avez 4 champignons différents qui interagissent avec la plante. Et ce rôle de protection, c'est ce qu'on voit en bas à droite. On a 2 framboisiers, l'un mycorhizé, l'autre non, les 2 attaqués par Phytophthora. Et vous voyez qu'on a beaucoup plus de symptômes sur celui de gauche. Et ce qui est important, c'est aussi ce que je vais vous montrer tout à l'heure, ce n'est pas une éradication du pathogène, c'est un contrôle de son développement, il est bloqué. Et donc il faut que le champignon mycorhizien soit présent avant. Et ça, je vous montre un exemple qui commence à dater, qui date des années 90, qu'on a fait dans l'équipe, où on a planté en fait des prunus dans un sol. Ce que vous avez en noir, c'est le sol tel qu'il est, sans plante. Et on a compté ce qu'on appelle les UPI, unités potentiellement infectieuses, le nombre de micro-organismes pathogènes dans ce sol. On voit qu'il y en a dans le sol, après 6 semaines, après 11 semaines. Mais ce qu'on voit surtout dans la première barre blanche, c'est que quand je ramène une plante à racines nues, j'ai une explosion du nombre d'unités potentiellement pathogènes. C'est logique. On dirait, entre guillemets, maintenant, on dirait c'est open bar. Vous amenez à manger, ben, les micro-organismes sont là, ben, ils se développent, ils multiplient. Et ce que vous voyez dans les 3 barres suivantes, c'est quand les racines n'ont pas été amenées en racines nues, mais ont été ramenées mycorhizées par un champignon, un premier, un deuxième, et le mélange des 2. Je l'aime bien ce graphe, même s'il est ancien. Déjà, il montre que chaque champignon a un effet différent et que le mélange des 2 n'est ni additif, ni cumulatif, il est différent. Donc c'est là, quand on parlait tout à l'heure de l'importance de la diversité, ben plus j'en ai, plus j'ai de chances d'avoir les bons partenaires pour aider ma plante à se protéger. Et ça, c'est ce que je vous disais sur l'effet, comment va-t-on le voir dans les racines. À gauche, vous voyez des racines de tomates seules et à droite des racines de tomates mycorhizées quand on a appliqué Phytophthora parasitica, qui est un pathogène qui rentre par les racines. Vous voyez bien l'importance des dégâts selon que la plante est seule ou avec son partenaire. Mais ce que vous voyez, c'est aussi les coupes de ces racines. Et tout ce qui est fluorescent sur les 2 coupes, c'est notre fameux Phytophthora parasitica. Ben, on voit qu'il y en a beaucoup moins, mais il est présent dans les racines de tomates mycorhizées. Il n'est pas éliminé, il est contrôlé. Donc ne croyez pas si des gens disent ouais, ça élimine maladie, etc. Non, c'est du contrôle, c'est de la compétition. Même chose, je vais quand même aller là-bas 2 secondes puisque j'ai le micro. Regardez surtout sur cette partie-là où on a travaillé sur la vigne, les nématodes, Xiphinema index, et on a fait une expérience où on a fait ce qu'on appelle des cultures en split root, c'est-à-dire qu'on avait les racines des vignes, dès leur formation, on les a séparées en 2 pots. Donc on a 2 pots côte à côte où on peut travailler d'un pot à l'autre. Ça nous permet de voir s'il y a des transmissions de système à l'échelle de la plante entière. Et ce qu'on a compté, je ne vais pas aller dans le détail là, ce qu'on a compté, c'est le nombre de galles dues aux nématodes sur le compartiment de droite. Ici, c'est notre condition contrôle. On n'a rien mis sur les racines à gauche, on a mis des nématodes à droite. On a un nombre de galles formées. Même chose à droite, mais dans le pot de gauche, on a mis un champignon mycorhizien sur les racines. Et vous voyez que déjà, on a une protection des racines de l'autre côté. Donc on a ce qu'on appelle une protection systémique. C'est l'ensemble du système racinaire qui est protégé, même si tout n'est pas mycorhizé. Par contre, si vous mettez le champignon mycorhizien directement du côté où il y a les nématodes, vous avez une meilleure protection, ce qu'on appellera la protection locale. Et évidemment, si l'ensemble de votre système a des partenaires, c'est là que vous avez la meilleure protection. Encore une fois, les galles ne sont pas absentes. C'est un contrôle de la maladie, c'est un équilibre qu'on trouve dans notre écosystème. Là, c'est plutôt un autre stress sur lequel on a travaillé. Alors, je ne dirais pas trop où c'est dans les Cévennes, parce qu'il y a encore des gens qui aiment aller en vacances dans les Cévennes. Prenez une photo aérienne. Toutes les taches oranges, c'est d'anciennes mines à ciel ouvert.
il y a des quantités de plomb, d'arsenic, de choses incroyables. Il n'y a plus rien qui pousse. Je suis arrivé à des endroits, ça faisait un siècle qu'il n'y avait plus de mine, il n'y avait toujours rien qui avait poussé. Et donc le problème n'est même pas d'enlever le polluant, on n'en est pas là. Parce que pourquoi ? J'ai des collègues de l'Université de Montbéliard qui ont fait des calculs en disant si on utilise les micro-organismes pour dépolluer, ça va prendre 3 siècles. Ils n'ont jamais trouvé les décideurs qui voulaient investir pendant 3 siècles. Donc l'idée est plutôt de fixer le polluant, c'est-à-dire de permettre à des plantes de se réinstaller. Ce qui a aussi été fait dans les Hauts-de-France. Il y a des gens des Hauts-de-France ici, les anciens terrils ont été plantés en bouleaux mycorhizés qui ont permis de reconquérir ces sols relativement pollués pour permettre de s'installer. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'on a planté des plantes inoculées ou des plantes toutes seules. Et là, c'est déjà la photo au bout de 3 semaines. Vous voyez qu'il y a une espèce de plante qui a déjà disparu complètement, là où il n'y avait pas le champignon. Au bout de 3 mois, il n'y avait plus que des plantes mycorhizées. Les autres carrés étaient morts. Alors, on a fait plusieurs carrés. Et au bout de 5 ans, on avait en fait un carré de plantes avec 10 cm de sol plus haut que tout le sol autour qui avait été lessivé. Donc, c'est en train d'être appliqué, mais ça montre bien l'importance de ce réseau dont je vous parlais pour stabiliser en fait tout ce qui est le sol. Si je passe maintenant à la partie fertilisant, ça aussi c'est une des premières expériences qui a été faite à Dijon. Elle a été faite à l'époque à Bretonnière, une petite ville à côté, où les gens ont fait plusieurs répétitions avec plusieurs plantes, poireaux, céleri, liquide en barre, etc. Et où on a pris soit un sol non désinfecté, on voit que les plantes poussent bien. Si je l'oppose à un sel désinfecté, finalement c'est ce qu'avait fait Franck, il n'y a rien de neuf. On voit bien l'importance de la vie du sol pour le développement de la plante. Je peux ramener des intrants de synthèse et compenser cette absence de vie du sol et obtenir une croissance. Mais ce qui, moi, m'a toujours bluffé quand j'ai vu ces photos, je l'ai dit d'autant plus que je n'ai pas participé à ces travaux, c'est qu'en rajoutant un seul champignon mycorhizien, on a pu restaurer le développement de la plante parce que lui a été chercher les ressources qui étaient disponibles dans le sol auxquelles la plante n'avait pas accès avec son petit système racinaire. Et finalement, il y a une autre fenêtre sur laquelle on est en train de travailler dans l'équipe. Je vous disais tout à l'heure, il y a un aspect sur la qualité de la production végétale. On se rend compte, oui, mais finalement, ce n'est pas neutre qu'une plante soit mycorhizée ou pas. La première fois qu'on s'est rendu compte de ça, c'était un projet européen qu'on a mené en Chine sur la patate douce. On a eu effectivement des augmentations de rendement, mais surtout, on a vu qu'on pouvait avoir une augmentation de la qualité des tubercules avec un taux de sucre et un taux de carotène qui pouvaient être augmentés d'à peu près 20%. Mais que ça dépendait de la souche de champignons qu'on utilisait. C'est là que je vous disais, plus j'en ai, plus j'ai de la chance que la plante trouve le plus efficace pour l'aider. En bas, c'est quelque chose qu'on a fait en plaine, par contre, de Côte d'Or. On a beaucoup de cultures d'oignons. On s'est rendu compte que les oignons mycorhizés pouvaient avoir des composés soufrés plus nombreux. Donc une meilleure qualité, c'est ce qu'on va chercher dans l'alimentation végétale, puisque nous, on ne sait pas en fabriquer. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est là où j'ai mis un cercle, si vous regardez la légende, c'est que le meilleur effet qu'on a eu sur les plantes en termes de qualité, c'est quand on a diminué la fertilisation intrant azotée de 50%. C'est-à-dire qu'on a obligé la plante à aller vers son partenaire. Elle se débrouillait plus seule, on ne lui apportait pas tout. Donc elle devait investir dans son partenaire, et du coup, ça a modifié son métabolisme. Et ça, c'est pour vous montrer aussi ce que nous, on fait au-dessus du sol, a un impact en dessous. Donc moi, je vous le dis tout de suite, j'ai fait beaucoup de sols, je n'ai jamais vu un sol où il n'y avait pas de mycorhize. Mais par exemple, ça a été fait ici dans le Bordelais, où on a comparé des vignes qui se touchaient, même plan, greffé soudé, etc., tout pareil, même gestion, à part que le travail du sol n'était pas le même. On avait un désherbage mécanique, on avait un désherbage chimique et on avait un enherbement. Je vous ai épargné le chimique simplement parce que c'est encore différent, mais c'est la même conclusion. En rouge, c'est les familles de champignons mycorhiziens que j'ai trouvées en désherbage mécanique. En vert, c'est les familles de champignons que j'ai trouvées en enherbement. Ce n'est pas les mêmes. Et c'est là qu'on se heurte aux limites des recherches qui ne font que, entre guillemets, le que, vous inventoriez qui est présent. Parce que qui est présent, si je ne sais pas ce qu'il fait, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Il faut qu'on aille chercher la fonction. C'est ce que je dis là. Si je regarde cette salle, vous êtes tous des homo sapiens. Si j'ai un problème de micro, je vais m'adresser à la personne dont je connais la fonction, même si je ne connais pas son nom, au niveau de la technique. Je ne vais pas prendre une personne au hasard. Et c'est pour ça que c'est important, plus que de diversité taxonomique, ce n'est pas un catalogue qu'il nous faut une diversité fonctionnelle
Qu'est-ce qui se passe? À la limite, je dirais même, qui le fait, c'est pas très grave du moment que celui qui le fait est là. C'est ça qui est important pour mon exploitation. Et ça, c'est vraiment un des défis du futur. On a parlé tout à l'heure des réseaux mycéliens. On a eu une vision un peu idyllique de la mère qui nourrit ses enfants, etc. Je ne vais pas aller dans le détail, vous en avez entendu parler tous, des réseaux mycéliens, champignons qui connectent. Ça a été découvert en forêt, ça existe dans tout écosystème, quel que soit le type de plante, il y a des champignons mycorhiziens qui les connectent. Pourquoi notamment mycorhizes arbuscules? C'est 80% des plantes terrestres pour 300 espèces de champignons. Vous imaginez bien que ce n'est pas quelque chose de spécifique. Donc ça veut dire que des plantes de la même espèce ou d'espèces différentes sont connectées. Et donc ce réseau, il sert effectivement à communiquer, à échanger des nutriments. Et j'ai le plaisir dans ma carrière de faire ce qu'on appelle des séminaires bio-inspirés, c'est-à-dire que j'ai interagi avec des industriels, alors qui n'ont rien à voir avec la biologie. Et chaque fois, je leur montre cette image où on a fait un relevé à 30 mètres sur 30 des arbres présents et des champignons qui les connectaient. Et en fait, on s'est rendu compte, et ça les intéresse beaucoup, cet arbre-là, avec la flèche, vous voyez le nombre de connexions qu'il a avec les autres, en fait, il est connecté à 47 autres arbres par 11 champignons différents, de 2 espèces. Et ça les intéresse beaucoup, les industriels. Pourquoi? Parce qu'ils me disent, mais en fait, c'est génial, c'est la filiale la plus isolée qui a le plus de connexions. Donc c'est très très bien pensé ce que fait votre champignon. Et donc, ils font de plus en plus de bio-inspiration. On a des collègues anglais qui ont pris une carte de l'Angleterre, qui ont mis un grain de maïs sur chaque grande ville, qui ont lâché du mycélium, et le mycélium leur a fait le réseau ferroviaire anglais, mais en prévoyant des voies de secours. Donc, ils sont en train de s'inspirer de ça. Donc, on a beaucoup à apprendre aussi de ce qui se passe dans le sol, non seulement à en bénéficier, mais de ce qui se passe. Alors ça, c'est pareil, ces fameux réseaux mycéliens, quand j'ai fait mes études, j'ai appris, la plante reçoit en fonction de ce qu'elle donne. C'est un équilibre, c'est un commerce. Et on s'est dit, on va quand même aller vérifier. On est un peu curieux, c'est un des défauts des chercheurs. Et on va regarder si c'est je reçois ce qui est en jaune, en fonction de ce que je donne, je peux recevoir plus que je donne, ou je peux recevoir moins que ce que je donne. Qui est-ce qui se ferait avoir dans l'histoire? On a pu faire ça avec 2 plantes, le sorgho et le lien. Pourquoi? Elles ont une photosynthèse différente, je vous passe les détails scientifiques, mais on peut savoir qui a donné du sucre. Ce n'est pas le même sucre qui est donné. Donc on peut le reconnaître. Donc on avait nos 2 plantes, elles investissaient en sucre dans le champignon, on pouvait le tracer, et on a utilisé de l'azote froid, mais marqué, pour voir à quelle plante le champignon envoyait de l'azote en retour. Et quand on regarde ce que ça donne, on voit que le sorgho, il reçoit très peu, il investit beaucoup, alors que le lin, il investit très peu, il reçoit beaucoup. Première idée qu'on s'est faite en regardant, on s'est dit, ouais, du coup, coculture lin-sorgho, c'est bien si on veut produire du lin. Si on veut produire du sorgho, c'est pas terrible. Puis après, on s'est intéressé aux biomasses. C'est quand même ça qui vous intéresse. Et on s'est rendu compte que ce sorgho qui a l'air d'y perdre fait 5% de biomasse de plus que quand c'est du sorgho qui est cultivé tout seul dans le même sol. Donc finalement, il faut aussi qu'on se méfie des apparences. C'est peut-être pas je donne en fonction de ce que me donne, mais c'est je donne ce dont tu as besoin et je donne de ce que j'ai. C'est de l'intérêt mutuel en fait. C'est pas forcément du troc équilibré. On cherche ce qu'on a dans ce réseau. Alors, petite vidéo que je vous ai promise aussi sur l'intérêt de ce réseau. On a fait pousser des plantes pendant 3 mois dans ces 2 pots. On a coupé les parties aériennes, c'était juste pour qu'on voit mieux. Celle-là a poussé seule. Là-bas, elle a poussé avec un champignon mycorhizien. Et on verse de l'eau dans les 2 cristallisoires. Et quand vous allez regarder, on va voir là où les racines sont seules. On parlait tout à l'heure du sol métropole. On travaille actuellement beaucoup avec une autre grande ville, la ville de Paris, sur les arbres d'alignement et les rosiers des parcs, sur ces réseaux et l'effet que ça peut avoir pour stabiliser un sol, justement. Vous voyez, à gauche, l'eau se trouble très rapidement. On ne va pas se mentir, à droite, au bout de 2 jours, ça finit par se troubler aussi. Mais ça vous montre, en cas de pluie, l'importance pour la stabilisation d'un sol que peut avoir la présence d'un champignon. Alors là, c'est là que je voudrais faire un petit bémol, parce que tout à l'heure, on en a parlé de ces réseaux. Et c'est important que je le dise, c'est qu'il y a eu beaucoup de médiatisation de ces réseaux. On a parlé de l'Internet de la forêt, de l'arbre nourricier qui nourrit ses dépendants, etc. Résultat, il y a eu un article relativement agressif, même dans la communauté scientifique, qui a dit « mais tout ça, pour reprendre les termes, c'est bullshit, c'est faux ». Et en fait, il y a une réponse aussi, c'est un débat qui agite vraiment la communauté actuellement. Et en fait, il ne faut absolument pas considérer que c'est vrai ou faux.
Il faut juste se souvenir qu'en fait, il faut qu'on arrête d'avoir une vision anthropocentrée. Ne cherchons pas à reproduire chez les plantes ce que nous on fait. La vision de la mère et ses enfants, c'est la nôtre. Dans la nature, c'est de l'équilibre. Je donne, je reçois, je survis comme ça. Un arbre que vous coupez, pendant 2 ans, la souche va encore être alimentée en moyenne par les autres arbres. Au bout d'un moment, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas de retour, mais elle ne sera plus alimentée. C'est de la stratégie de survie. Il faut absolument sortir de cette vision l'homme est au sommet de la pyramide, mettre l'homme comme un élément de l'écosystème, on le comprendra peut-être mieux et on travaillera mieux avec. Il ne faut surtout pas chercher à calquer notre vision là-dessus. Alors, pour finir, juste parler de gestion, parce que là, je vous ai montré le potentiel de la mycorhize. La gestion, j'ai parlé que de mycorhize jusque-là, mais il faut surtout éviter de ne parler que de mycorhize quand on passe au terrain. Il faut qu'on voit l'écosystème dans son ensemble. On fait des travaux actuellement avec plusieurs professionnels du secteur. On travaille les champignons, les bactéries, les nématodes, et chaque fois qu'on peut, s'il y a des entomologistes, avec eux aussi sur les insectes. C'est un équilibre global. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et ne serait-ce qu'au niveau microbes, j'ai repris cette diapositive qu'on avait préparée sur la vigne et l'eau, où vous voyez, on a la gestion de l'eau par la plante, mais aussi des outils d'aide à la décision, et qui jouent un rôle sur l'acquisition d'eau par la plante. Vous voyez que je retrouve mes microbes ici, dans la gestion de l'eau par la plante, et aussi mes microbes ici pour l'acquisition. Je vous ai parlé du mycélium. Mais en fait, vous voyez, on a mis CMA, champignons mycorhiziens arbuscules, mais on ne les regarde pas uniquement par le focus mycorhize. Vous voyez qu'on utilise le terme holobionte, qu'on a déjà un petit peu évoqué ce matin, sans l'utiliser, parce que c'est ça qu'il va falloir regarder si on veut parler de micro-organismes. Alors c'est quoi l'holobionte? Non, ce n'est pas un hologramme du vigneron, l'holobionte. C'est vraiment une entité, c'est en fait l'hôte et tous les micro-organismes qui vivent avec lui en interaction directe ou libre autour, mais qui souvent ont coévolué depuis des millions d'années avec lui. C'est de plus en plus étudié sur l'holobionte humain. Vous avez parlé tout à l'heure de 38 000 milliards de bactéries. Alors, il y a ces bactéries et champignons. N'oublions pas les champignons et les virus. C'est beaucoup de micro-organismes. Et en fait, on se rend compte que ces déséquilibres de microbiote, donc des partenaires microbiens, il y a des bénéfiques, il y a des négatifs, il y a des neutres, ils sont tous importants. C'est une proportion qui est importante, un équilibre. Et on se rend compte que ces déséquilibres du microbiote créent ce que l'on appelle une dysbiose et qu'on retrouve ça dans énormément de maladies. On mène un projet, nous, qui s'appelle Holoviti, où on utilise cet holobion de vigne, c'est-à-dire la vigne avec tous ces microbes. Pas que les champignons mycorhiziens, mais aussi ce qui est présent dans les feuilles, sur les feuilles, dans le pied, dans le sol autour de la plante. Et on est en train de se rendre compte qu'effectivement, entre des pieds d'apparence saine, des pieds d'apparence malade, etc., on a des différences de composition de ce microbiote. Parce que les fonctions ne sont pas les mêmes, et comme ça marche moins bien, c'est là que la plante devient malade aussi. Et donc c'est pour ça qu'on essaye aussi de développer des indicateurs avant qu'ils soient visibles de potentiel déséquilibre de ce microbiote, et donc de maladies, de la même façon qu'on le fait en santé humaine, mais côté plante. Et alors le jeune homme qui est assis là au deuxième rang, il a un projet dans notre équipe justement, Antoine Sportes, qui est qu'on s'est dit, c'est joli la mycorhize, ça fait un moment qu'on nous en parle dans les livres, mais comment je vais le diagnostiquer dans mon vignoble, dans mon exploitation, dans ma forêt? Parce que oui, on peut faire des cartes d'ADN et dire qui est là. Alors déjà, l'ADN, il faut s'en méfier. Vous en entendez souvent parler en médecine légale. Quand vous êtes mort, vous avez toujours de l'ADN. Donc déjà, ce n'est pas parce que vous trouvez de l'ADN de quelque chose qu'il est présent. Ça veut dire que son ADN est présent. Il a pu être présent à une époque. Et c'est quand même quelque chose d'assez stable. Je renvoie à la paternité d'Yves Montand, potentiel. On a exhumé le cercueil, on a pu extraire son ADN. Ça vous montre juste que ce n'est pas quelque chose qui disparaît en 2 secondes. Je prends un exemple. Et donc, il faut qu'on aille vers la fonction, c'est-à-dire ce que moi je vais faire dans mon itinéraire de culture, comment ça va agir sur la vie du sol, mais surtout sur le fonctionnement de cette vie du sol, et comment cela va impacter ma culture, en bien ou en mal. Et donc, effectivement, Antoine a passé 3 ans à développer un projet qui s'appelle Mycoptime, dans lequel il a cherché des marqueurs. Alors, on ne travaille pas sur l'ADN, on travaille sur l'ARN, mais dans le sol, justement pour voir ce qui est exprimé. Si, on le fait, promis juré. On a trouvé des moyens. Et justement, l'idée,
c'est que l'exploitant puisse faire son prélèvement de racine lui-même, l'envoyer à Antoine et qu'on puisse faire des analyses. Ça a été fait à l'échelle du labo pour le moment, parce qu'on voulait aller plus loin que ces méthodes de coloration. On veut vraiment développer un petit kit de diagnostic. Et alors Antoine, je ne dis pas de bêtises, c'est une quarantaine de marqueurs que tu as maintenant, qui sont vraiment des signatures de la mycorhize fonctionne ou ne fonctionne pas. Il a un autre set de marqueurs qu'on n'attendait pas au début mais qu'on a trouvé, qui sont plutôt des marqueurs de stress hydrique. Donc ça permet de faire un premier diagnostic du fonctionnement des interactions microbiennes avec les plantes. Et en fait, ça c'était du labo, c'était de la serre, ça marche super. Maintenant Antoine a pris son bâton de pèlerin, ou je dirais plutôt sa pelle et sa bêche, a fait énormément de prélèvements dans les vignobles français. Il a les premiers résultats, les marqueurs ont l'air de bien fonctionner. Il pourrait éventuellement vous en dire plus. Il est là, n'hésitez pas à discuter avec lui. Mais effectivement, on espère très rapidement pouvoir mettre ce kit à disposition de la profession pour dire votre inter de culture est en train de favoriser le fonctionnement de la mycorhize, ou oui ou non. Parce que vous dire qu'il y en a, ça on pourra toujours vous dire qu'il y en a. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous vous sert pas? Ou c'est plutôt le champignon qui prélève les nutriments de la plante et qui l'affaiblit? Alors, le monde de la mycorhize, c'est comme tous les mondes vivants. Il y a des tricheurs, il y a des méchants, il y a des gentils. Majoritairement des gentils. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et donc, quelques exemples de cette campagne de prélèvement. Mais les questions qu'on se pose, c'est un couvert. Présence-absence, couvert spontané, couvert mélangé, couvert semé. Le travail du sol, travail superficiel, pas de travail du sol, travail en profondeur. Quel effet tout ça va avoir sur le fonctionnement de nos mycorhizes? Association de culture, on regarde l'agrovitifforesterie par exemple, on a quelques parcelles. On a montré que la vigne, comme l'humain, elle change son cortège microbien en fonction de son âge. On a eu la chance de trouver du parcellaire très petit, où on avait des pieds de vigne qui depuis plus de 100 ans avaient été menés de la même façon, à côté de 30 ans, etc. Les mêmes pieds, par les mêmes personnes. Et donc on a vu que c'était vraiment l'âge de la vigne aussi qui était important. Et ça, on le savait déjà pour les ectomycorhizes de forêt. Donc voilà un peu où on en est. Je propose qu'on passe à la table ronde. À l'entrée de la salle, quelque part, vous avez deux bandes dessinées qui présentent l'une les travaux d'Antoine, l'autre les travaux d'un collègue qui travaille avec la maison NC, pareil sur le vignoble et le micro-organisme du vignoble. Elles sont à libre disposition, servez-vous. Je ne sais pas où elles ont été platées, mais quelque part devant, je pense. Merci à vous.